Donc moi, je vous parlais de la biothérapie dans l'allergie. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un peu des redondances, mais ce que je vais essayer de vous faire passer comme message, c'est que finalement, en fait, la problématique dans ces pathologies-là, c'est qu'on n'a pas de biomarqueur d'efficacité de quel traitement on doit faire. Et finalement, je trouve que l'avènement des biothérapies nous permet de mieux préciser la physiopathologie chez un individu donné. C'est-à-dire que quand vous bloquez une voie, vous allez bloquer une part de la physiopathe. Si ça marche, ça veut dire que vous avez fait mouche. Si ça marche pas, ça veut dire qu'il va falloir bien connaître la physiopathologie pour essayer d'aborder le blocage d'une autre voie permettant d'appréhender au mieux la physiopathologie chez un patient donné. Donc, je vais me concentrer sur l'ADM et il va y avoir des redondances avec Gwendy. Après, je ferai l'asthme, l'urticaire chronique parce que ce sont des domaines où les biothérapies ont été largement développées. Mais vous allez voir que plein d'autres pathologies sont en cours de développement pour l'utilisation des biothérapies afin d'essayer d'améliorer les patients. Donc, dans la dermatite atopique, c'est la même diapo que Gwendy. La physiopathe, quand on regarde la physiopathe de la dermatite atopique, il y a au moins de près ou de loin un peu de TH2. Même si chez les Asiatiques, c'est plutôt TH22, c'était plutôt TH17, chez les Afro-Américains, c'est plutôt TH22. Mais il y a quand même toujours un peu de TH2. C'est pour ça qu'on a décidé de bloquer cette voie-là. Comme vous l'a dit, soit on bloque le récepteur de l'IL4 ou l'IL13 circulante, soit on bloque l'IL13 circulante, soit on bloque les deux sous-unités du récepteur à l'IL13. Et on voit qu'en fait, qu'en bloquant cette voie TH2, ces l'IL4, l'IL13 sont nécessaires au développement de lymphocytes T CD4 qui vont être TH2. Eh ben, on arrive à améliorer les gens. Alors, c'est vrai que le premier qui a été développé, c'est le dupilumab, mais on voit que le dupilumab, c'est pour ça que je vous ai mis cette diapo, il a des actions un peu partout. Il a des actions un peu sur les eosinophiles, il a des actions un peu sur les T-régulateurs, il a des actions un peu sur les basophiles. Donc, on voit que cette biothérapie va permettre d'avoir une action assez globale. Et finalement, c'est le seul aujourd'hui qui a une action assez globale dans la prise en charge allergologique. Et le dupilumab, on peut dire qu'il prend en charge la marche allergique telle qu'on l'entend, c'est-à-dire qu'il peut prendre en charge les différentes parties de l'allergie de type atopie. Donc, ces mêmes diapos, ça marche très bien, ça marche assez vite, c'est très très bien toléré. Parfois, il y a ça peut mettre un peu de temps, notamment chez les enfants, mais ça marche vraiment bien et c'est vraiment très bien toléré. Quand on regarde aussi l'impact du dupilumab dans la dermatite atopique, en fait, ça va, comme on revient, je repars sur le microbiome, en fait, quand on met sous dupilumab, il y a moins de Staphylococcus aureus et vous vous rappelez qu'il est au moins une partie de la physiopathologie de la dermatite atopique vu qu'il induit une réponse TH2 et ça s'accompagne d'une baisse des biomarqueurs d'activité. Donc, à la fois, il agit sur la réponse TH2, mais à la fois aussi au moins sur le microbiome. Et on voit là qu'en fait, c'est corrélé à la sévérité. Alors, la tolérance du dupilumab, elle est plutôt bonne. Il y a les conjonctivites. Pourquoi on parle des conjonctivites ? Parce que même si dans l'asthme, il y a très peu d'arrêts du traitement en réalité. Il y a très peu d'arrêts liés au traitement. Vous voyez, on a vraiment très peu. Et donc, pourquoi on parle de ça ? Parce que il y a quand même, vu que le système immunitaire, quand vous bloquez une voie immune, que ce soit TH2, TH1, TH17, vous induisez quand même une réponse de votre système immunitaire à ça. Et en fait, on s'aperçoit que certains patients vont faire une réponse paradoxale. C'était bien connu pour les anti-TNF dans le psoriasis, où ils faisaient des eczémas induits ou des psoriasis induits. D'accord ? Et globalement, on s'est aperçu que pour le dupilumab, à la fois, ça marchait pas forcément très bien dans ce qu'on appelle la head and neck dermatitis, c'est-à-dire que l'eczéma de la tête et du cou. Et à la fois, ça pouvait induire des head and neck dermatitis. Et en fait, on s'est aperçu que c'était le fait que la polarisation de ces patients-là était vers une voie IL22 qui se rapprochait d'un phénotype de type dermite séboréique. Et dans le dupilumab, dans la head and neck dermatitis, ça marche pas très bien. Ce qui témoigne que c'est pas le bon axe de blocage de la physiopathologie de la maladie. Quand on regarde le tralokinumab, donc le tralokinumab, il a aussi une action assez ubiquitaire, comme vous voyez, sur les fibroblastes et les voies aériennes supérieures, même si les essais dans l'asthme sont pas très bons, et les eosinophiles ou encore les monocytes et les macrophages. Ça marche très bien.
peut-être, je dirais, un peu moins bien que le dupilumab, ce qui fait que le dupilumab est quand même en première intention. Ça marche très bien et ça se prolonge dans le temps, à la fois sur le prurite, mais à la fois sur tous les scores. Ça marche souvent, vous voyez, là c'est le ASI 50, vous voyez que vous avez quand même 40 à 50% quand un SCORAD à 50 ou un EASI 75 qui montre une très très bonne efficacité. Le tralokinumab est très très bien toléré, il y a moins de conjonctivite, c'est pour ça que souvent on utilise ce blocage-là pour les patients qui sont à risque de conjonctivite, même si, comme on vous l'a dit, c'est pas forcément associé à un très fort risque, mais quand vous avez une conjonctivite, vous avez le droit éventuellement de changer pour du tralokinumab pour essayer de diminuer ce risque de conjonctivite. L'autre et le dernier qui va être développé, c'est le librekizumab. Donc il y a un New England qui est sorti il y a très très peu de temps, qui montre une vraie amélioration des poussées en comparaison du placebo. Et donc c'est probablement celui-là qui a l'air d'avoir les meilleurs résultats encore que le tralokinumab et que le dupilumab. Il sera probablement un très fort concurrent parce qu'il y a moins de problèmes vis-à-vis des conjonctivites et des effets secondaires. En plus, l'avantage de bloquer que la voie IL-13, vous laissez la voie IL-4 qui permet de maintenir un certain contrôle de l'inflammation parfois chez des patients. Donc, une fois que vous avez bloqué ça, c'est-à-dire que vous avez bloqué la voie TH2 qui était là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je peux bloquer d'autre? Là, vous avez la physiopathologie de l'eczéma. Et donc, est-ce qu'on peut bloquer d'autres choses pour essayer d'améliorer la maladie? Vous voyez que dans l'eczéma, il y a aussi un peu un rôle des mastocytes par le biais de la dégranulation qui va libérer des marqueurs responsables d'une aggravation de l'eczéma. On avait montré que quand on enlève le récepteur à l'histamine de type 1 chez un patient eczémateux, il fait moins d'eczéma, il fait des TH17 qui contrôlent l'inflammation. Et en fait, effectivement, oui, on peut bloquer. Il y a des essais en cours avec un inhibiteur d'un récepteur membranaire du mastocyte qu'on appelle le Siglec-8. Et en fait, qui est un récepteur qui intervient dans le métabolisme de l'activation du mastocyte, qui va induire éventuellement l'apoptose des mastocytes, mais aussi une contrôle de l'activation des éosinophiles. Et cette molécule qui s'appelle le lirentelimab, va probablement, compte tenu des premiers résultats, être développée dans la dermatite atopique, ce qui voudra dire que c'est quand vous bloquez la voie TH2 et que ça suffit pas, peut-être vous n'arrivez pas à bloquer la voie prédominante et vous aurez intérêt à bloquer la voie, par exemple, des mastocytes. Dans le même cadre, l'omalizumab a été essayé dans la dermatite atopique par le biais de, vous savez, l'omalizumab, ça bloque les IgE circulantes et donc ça diminue la régulation des récepteurs aux IgE sur les mastocytes et diminue la capacité d'activation. Et en fait, dans la dermatite atopique, malheureusement, ça marche un peu, peut-être sur le prurite, mais ça marche pas très bien. Mais là encore, c'est pareil. Si vous avez une molécule, c'est ça l'intérêt des biothérapies. Si vous prenez toute la physiopathe, vous prenez les molécules, vous voyez si vous pouvez les bloquer, si elles sont disponibles, vous les bloquez et vous voyez si ça marche. Et finalement, ça peut être un impact chez ces patients-là. Une autre molécule a été importante, c'est l'IL-31. L'IL-31, en fait, elle intervient surtout au niveau des neurorécepteurs. Elle est très importante dans la survenue du grattage. Donc, cette IL-31, qui est sécrétée par les cellules TH2, elle peut être bloquée par une molécule qu'on appelle le némolizumab. Le némolizumab a montré une certaine efficacité. Alors, je dirais peut-être moins forte que les autres, parce que vous voyez que quand vous prenez le ASI 75, vous êtes à 40%, donc c'est moins que les 70% des autres. Mais ça marche très bien sur le prurite, et probablement que de bloquer cette IL-31 sera une nouvelle voie du traitement du prurite dans l'avenir chez les gens qui se ratent beaucoup. C'est très bien toléré, le némolizumab, et il va arriver bientôt dans le prurite et dans la dermatite atopique de l'adulte. Vous voyez qu'en fait, ça marche assez bien, et ça se pérennise dans le temps, notamment sur le score NRS, qui est le score du prurite. Alors maintenant, dans la dermatite atopique, comme vous a dit Gwendy, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'anticorps? On va inhibiter des protéines kinases qu'on appelle les protéines JAK. En fait, c'est pour Just Another Kinase, et on a évalué le nom vers Janus Kinase parce que c'est le dieu grec aux deux visages, Janus, et donc parce que les JAK
peuvent avoir une action pro-inflammatoire et anti-inflammatoire. Donc, vu qu'elles ont les deux visages, c'est pour ça qu'on a appelé JAK kinase. Et donc, elles agissent en fait sur un facteur de transcription qu'on appelle le NF-κB et elles vont diminuer la production de cytokines. En fait, comment ça marche? Elles se fixent sur leur récepteur. Après, ces récepteurs vont se dimériser. En se dimérisant, en fait, ils génèrent une phosphorylation des protéines kinases intracellulaires et ce qui va aboutir à la transcription de facteurs de diminution des cytokines. Et donc, ces Janus kinases, vous en avez 4 qui sont décrites, JAK1, 2, 3 et 4, et TYK2. Et en fait, vous avez toutes les cytokines qui sont bloquées. Vous voyez que c'est large. C'est pour ça que c'est beaucoup plus immunosuppresseur qu'un dupilumab ou qu'une biothérapie de type anti-IL4, IL13. Ça, c'était pour vous montrer les cytokines impliquées dans la dermatite atopique. Donc, vous avez le prurite, la barrière cutanée et la douleur. Et donc, en fait, on va choisir ces JAK kinases en fonction de ce qu'elles inhibent. Donc, vous avez JAK1, JAK2, vous avez JAK3 et TYK2 et vous allez voir ce qu'elles inhibent pour savoir quelle molécule vous allez utiliser chez un patient donné. Et en fait, ce qu'on voit, c'est quand on prend l'upadacitinib, qui est un inhibiteur JAK1, JAK2, et ben ça marche très bien. Ça marche très vite et très bien et très longtemps. Vous voyez que les scores IASI, quelle que soit la dose, sont très très importants, très très élevés et très rapidement. C'est pareil pour le baricitinib, mais un peu moins bien, je dirais, dans la hiérarchie des JAK inhibiteurs, le baricitinib est moins bon que l'upadacitinib. Vous avez aussi une efficacité dans la head and neck dermatitis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est important parce qu'en fonction du phénotype de la maladie, vous allez choisir, en fonction de la réponse immune et de la physiopathologie qui est impliquée, une autre molécule. Et les JAK kinases, vu qu'ils inhibent aussi la voie d'IL-22 dont je vous ai parlé tout à l'heure, vont pouvoir bloquer la head and neck dermatitis un peu plus que le dupilumab. Donc, vous en avez un autre qui est l'abrocitinib, qui marche aussi très bien sur la head and neck. Donc, c'est juste pour vous dire que vous avez, en fonction de la physiopathologie que vous connaissez et le phénotype clinique, vous allez pouvoir déterminer le meilleur traitement à utiliser. Pareil pour l'upadacitinib. Ça, c'est les derniers chez l'adolescent. On voit chez l'adolescent, il va être développé maintenant, il arrive en France chez l'adolescent. Et ça marche aussi très bien. L'avantage, c'est que c'est par voie orale, alors que parfois les adolescents ne veulent pas trop se piquer, il ne faut pas se mentir. Et donc, ça permettrait probablement des traitements un peu plus simples et un peu plus acceptés par les patients. Mais ça marche vraiment très bien chez l'adolescent et on est en train de l'avoir assez rapidement en France. Ça, c'est pour vous dire que c'est le début de l'iceberg. Vous avez tout ça qui va être développé. Je veux dire que les labos, ils se sont engouffrés dans la brèche. Ils ont vu, ils les vendent très cher. Ils ont vu des dollars. Ils sont en train de développer. J'en cite un qui est le deucravacitinib, qui va arriver dans le psoriasis, dans la dermatite atopique et qui a l'air d'avoir un traitement, d'avoir une efficacité vraiment importante. Je fais juste un parallèle sur les JAK inhibiteurs. Attention, ils induisent des forts rebonds. Notamment, moi, j'ai beaucoup de patients qui, quand ils arrêtent une journée, ils rechutent. Donc, c'est là où c'est un peu difficile, je trouve, à manager parce que parfois, il y a des rebonds chez ces patients-là, dans les DA un peu sévères. Et donc, il faut savoir bien les manager et leur expliquer ça. Maintenant, quand on regarde dans l'asthme, ça, c'est la physiopathe de l'asthme. Vous voyez, qu'on peut tout bloquer. C'est ça qui est assez fabuleux avec cette époque. Vous pouvez bloquer toutes les cellules, les molécules qui vont agir sur le muscle bronchique. Vous allez agir sur les éosinophiles, sur la sécrétion muqueuse, sur les cellules Th2. Et donc, bien sûr, on l'a fait. L'omalizumab, c'est déjà bien connu, améliore et diminue le nombre de poussées et améliore le contrôle et la baisse et l'utilisation des glucocorticoïdes. Donc, de mettre un anti-GE, ça marche assez bien dans l'asthme corticorésistant, avec une contrôle, et vous voyez, une baisse des poussées de la maladie qui est très importante avec le temps. Donc, ça reste un traitement largement utilisable chez l'adulte et chez l'enfant. Vous pouvez aussi bloquer d'autres molécules, notamment l'IL5 dans l'asthme éosinophile, donc qui est dépendant au moins en partie de l'IL5. Vous allez bloquer l'IL5. L'IL5, c'est une molécule qui active les éosinophiles, les fait proliférer. Et de bloquer l'IL5, vous diminuez l'activation des éosinophiles et vous baissez la filtration. Vous avez un anticorps anti-récepteur de l'IL5 qu'on appelle le benralizumab, qui marche très bien dans l'asthme éosinophile. Et donc ça, c'est vraiment, en comparaison des contrôles, c'est bien mieux, et c'est même mieux qu'avec l'autre anti-IL5 qui est le mepolizumab.
donc le benralizumab avec une très bonne tolérance. Vous pouvez aussi utiliser l'autre qui n'est pas un antirécepteur qu'un anti-IL-5 direct, qui est le mépolizumab, et qui semble meilleur que le dupilumab et l'omalizumab dans les asthmes éosinophiles. Donc ça veut dire que quand vous avez des éosinophiles, vous pouvez aller bloquer l'IL-5. Le dernier en date qu'on commence à avoir là, notamment dans la BPCO et dans l'asthme, c'est le dupilumab. Pourquoi ? Parce que en agissant sur la voie TH2, il améliore tous les facteurs pro-inflammatoires de la maladie asthmatique. Et donc, le seul effet secondaire, c'est les éosinophiles, même s'il y a très peu de complications de cette éosinophilie qui a été rapportée. Mais il faut s'inquiéter quand ils sont plus supérieurs à 2000. Et donc globalement, quand vous avez du dupilumab dans l'asthme, vous avez un volume d'expiration forcée qui est très, très augmenté. En comparaison des contrôles, et donc ça marche vraiment très bien. Et ça veut dire que quand vous avez une dermatite atopique avec de l'asthme, le dupilumab apparaît comme un traitement qui permettra de traiter les deux. Pareil, vous avez une méta-analyse et vous voyez que le dupilumab améliore vraiment tous les facteurs. Le dernier en date qui est développé dans l'asthme, c'est une molécule qu'on appelle le TSLP. Le TSLP, il agit sur la physiopathologie de nombreuses maladies allergiques, notamment l'asthme, mais il va agir sous tous les pans, notamment les cellules mastocytaires, les cellules T, les cellules dendritiques et les cellules B. Et donc, il va diminuer l'inflammation liée à l'asthme secondaire à la fixation sur ce récepteur. Le tepelizumab, il marche très bien sur tous les facteurs d'amélioration de l'asthme. Ça, il n'y a aucun effet positif. Donc, ça marche et ça marche vraiment dans le temps. Donc, ça va apparaître récemment comme une vraie alternative si vous avez des asthmes résistants aux autres molécules, comme une alternative au traitement et très bien tolérée. Dans l'urticaire chronique, ce qu'on a fait depuis longtemps, c'est qu'on bloque les JGE. On a d'abord fait l'omalizumab, qui est un anti-IgE. Après, on a fait le ligélizumab, qui est en fait un autre anti-IgE, qui va en fait, comme je vous disais, ça bloque les IgE. En bloquant les IgE circulantes, ça régule le récepteur à l'IgE. Et en ayant moins de récepteurs IgE sur le mastocyte, vous diminuez sa capacité de dégranulation. Et donc, ça marche très bien dans l'urticaire chronique, ça marche très bien très rapidement. Par contre, quand vous arrêtez, ça peut revenir, mais c'est vraiment miraculeux. Il y a 80-90% de réponses et ça a vraiment changé la vie des urticaires chroniques, ce qui fait qu'il est en première intention en France après les 4 doses antihistaminiques. Il est très bien toléré. Il est un peu... Là, c'est l'autre, c'est le ligélizumab, qui est une forme un peu plus affine du récepteur IgE. Et malheureusement, il a montré une certaine efficacité au départ, mais quand on a fait les derniers essais, il n'a pas montré de supériorité par rapport à l'omalizumab. Et donc, c'est pas sûr qu'il sera développé dans cette indication-là. Mais peut-être que le labo sortira, on n'en sait pas encore. Vous avez l'autre façon, c'est comme je vous ai dit, de bloquer le récepteur cyclette 8 qui va diminuer et créer l'apoptose des mastocytes. Et en fait, il a montré une vraie efficacité dans la diminution des éosinophiles chez les patients qui étaient sous omalizumab ou non. Il a une certaine efficacité chez les gens qui sont réfractaires à l'omalizumab. Le problème actuel, c'est que l'essai de phase 2 a montré que c'était pas très supérieur, donc on verra s'il sera développé, mais il apparaîtra peut-être de bloquer ce récepteur est une alternative aux urticaires résistantes à l'omalizumab. Quand on regarde pour le ligélizumab, malheureusement, c'est ce que je vous disais, il n'est pas mieux que l'omalizumab, donc c'est pas sûr qu'il sera développé. Pour les autres indications, on voit qu'il y a plein de choses. Ce qui a changé la vie de nos patients pour le prurigo nodulaire, c'est le dupilumab. Ça, c'est les essais qui avaient été faits à l'hôpital Saint-Louis qui montrent une vraie réponse des patients sous dupilumab avec les gens sont transformés. Donc, ça devient la molécule de choix quand un prurigo nodulaire a une indication de traitement systémique. Dans la polypose aussi, ça marche très bien, ça améliore considérablement les facteurs d'inflammation bronchique et surtout l'inflammation nasale, et surtout ce que ça fait, c'est que ça redonne l'odorat. Dans les 2 semaines après le début, les gens qui avaient plus d'odorat depuis 20 ans retrouvent l'odorat. Donc c'est vraiment miraculeux chez ces patients-là quand vous avez une polypose nasale, notamment avec hyperéosinophilie. Dans l'allergie alimentaire, il semble qu'en fait, le dupilumab, il puisse avoir un intérêt parce que il augmente chez ces patients-là les lymphocytes régulateurs
et il serait capable de lutter et d'induire une tolérance plus facilement chez les gens qui sont allergiques aux aliments. Et ça sera probablement peut-être une thérapie adjuvante dans l'avenir dans les cas des désensibilisations alimentaires. Dans le DRESS, on a utilisé l'anti-IL-5. Là, il y a des essais avec le benralizumab et le mepolizumab, parce que notamment chez les DRESS corticorésistants, et probablement que l'essai va débuter en France, mais ça sera l'avenir chez les gens qui sont dépendants aux corticoïdes ou qui font des atteintes viscérales très sévères. Alors, dans le DRESS, on a développé aussi l'omalizumab pour le sevrage en corticoïdes et de mettre un anti-IgE chez les gens qui sont dépendants aux corticoïdes dans les DRESS syndrome permet de sevrer plus rapidement en corticoïdes et de diminuer les complications de cette corticothérapie. Et ça apparaît comme une vraie alternative pour moi dans le cadre de ces traitements de maladies allergiques graves avec risque létal important. Quand on regarde une autre pan, c'est l'effet de l'omalizumab sur la physiopathologie. Vous avez la conjonctive de la conjonctivite allergique. Vous savez que les conjonctivites allergiques, c'est catastrophique. Les gens, ils n'arrivent plus à vivre, ils n'arrivent plus à sortir quand ils sont très atopiques. Et en fait, l'omalizumab a été développé dans ce cadre. Vous voyez que les actions sont ubiquitaires sur quasiment toute la physiopathologie. Et en fait, ça marche vraiment bien dans le contrôle des conjonctivites qu'on appelle vernales, très difficile à traiter, ça les améliore considérablement, ça leur permet d'avoir une vie normale. Et donc, il faut savoir y penser dans ces cadres de conjonctivite allergique qu'on n'arrive pas à contrôler. Ça a même montré récemment que quand on met de l'omalizumab chez les gens qui ont une conjonctivite allergique en dehors des saisons polliniques, on diminue la survenue des rhinites allergiques au moment des saisons où il y a en très forte concentration aux allergènes. Et donc, c'est probablement aussi une avenir chez les formes très sévères pour éviter qu'ils soient gênés ou accompagnant les désensibilisations qui permettraient une meilleure efficience, une meilleure tolérance de cette désensibilisation. Pareil, ils ont fait le lirentilumab dans la conjonctivite allergique avec une certaine efficacité où les scores sont vraiment améliorés sous traitement. Ce qui veut dire que probablement qu'on aura c'est quand vous prenez la physiopathe, les mastocytes agissent, donc on peut les bloquer et c'est ça, comme ça qu'il faut réfléchir. Dans la mastocytose, qui est une maladie aussi grave, probablement que lutter et bloquer ces mastocytes ou créer l'apoptose quand ils sont proliférants, ça marchera. Il semble que le lirentilumab, l'anticyclette 8, soit l'avenir du traitement de ces maladies potentiellement létales par infiltration mastocytaire avec une tolérance très bonne. Et on voit que les scores sont quand même avec une baisse des symptômes de 50 à 60%. Dans les formes résistantes aux antihistaminiques, c'est probablement l'avenir. Donc vous voyez qu'en pratique, il faut naviguer en fonction que la physiopathologie c'est TH2, TH1. Si vous avez une voie TH2, vous bloquez le TH2. Si ça suffit pas, vous allez bloquer les mastocytes ou d'autres voies. Les biothérapies vous permettent ça aujourd'hui. Si ça suffit pas, vous bloquez plus largement en mettant des inhibiteurs des Janus kinases qui vous permettent d'avoir une action un peu plus large. Et finalement, ces marqueurs de réponse au traitement vous permettent d'avoir des marqueurs thérapeutiques et de physiopathologie de la maladie. Bien sûr que c'est compliqué parce que c'est très cher. Alors, ils sont en train de diminuer les coûts parce qu'ils sont génériqués. C'est très cher. Mais c'est vrai que dans notre pratique clinique, ça a vraiment changé la vie. Il y a un avant, un après. Et probablement que dans 10 ans, on pourra à peu près tout bloquer, ce qui est quand même plutôt encourageant pour soulager les patients quand ils sont résistants aux traitements habituels. Je vous remercie.